La politique d'Aristote, livre 8e, chapitre 9, sommaire. Des moyens de conservation pour les États monarchiques. La royauté se sauve par la modération. Les tyrannies ont deux systèmes fort différents pour se maintenir, la violence avec la ruse et la bonne administration. Esquisse du premier système, ses vices. Esquisse du second système, ses avantages. Portrait du tyran, durée des diverses tyrannies, détails historiques. En général, les États monarchiques doivent évidemment se conserver par des causes opposées à toutes celles dont nous venons de parler, suivant la nature spéciale de chacun d'eux. La royauté, par exemple, se maintient par la modération. Moins ses attributions souveraines sont étendues, plus elle a de chances de durer dans toute son intégrité. Le roi songe moins alors à se faire despote. Il respecte plus dans toutes ses actions l'égalité commune, et les sujets de leur côté sont moins enclins à lui porter envie. Voilà ce qui explique la durée si longue de la royauté chez les Molosses. Chez les Lacédémoniens, elle n'a tant vécu que parce que, dès l'origine, le pouvoir fut partagé entre deux personnes, et que plus tard Théopompe le tempéra par plusieurs institutions, sans compter le contrepoids qu'il lui donna dans l'établissement de l'éphorie. En affaiblissant la puissance de la royauté, il lui assura plus de durée. Il l'agrandit donc en quelque sorte, loin de la réduire. Et il avait bien raison de répondre à sa femme qui lui demandait s'il n'avait pas honte de transmettre à ses fils la royauté moins puissante qu'il ne l'avait reçue de ses ancêtres. Non, sans doute, car je la leur laisse beaucoup plus durable. Quant aux tyrannies, elles se maintiennent de deux manières absolument opposées. La première est bien connue et elle est mise en usage par presque tous les tyrans. C'est à Périandre de Corinthe qu'on fait honneur de toutes ces maximes politiques dont la monarchie des Perses peut offrir aussi bon nombre d'exemples. Déjà, nous avons indiqué quelques-uns des moyens que la tyrannie emploie pour conserver sa puissance, autant que cela est possible. Réprimer toute supériorité qui s'élève, se défaire des gens de cœur, défendre les repas communs et les associations, interdire l'instruction et tout ce qui tient aux lumières, c'est-à-dire prévenir tout ce qui donne ordinairement courage et confiance en soi, empêcher les loisirs et toutes les réunions où l'on pourrait trouver des amusements communs, tout faire pour que les sujets restent inconnus les uns des autres, parce que les relations amènent une mutuelle confiance. De plus, bien connaître les moindres déplacements des citoyens et les forcer en quelque façon à ne jamais franchir les portes de la cité pour toujours être au courant de ce qu'ils font, et les accoutumer par ce continuel esclavage à la bassesse et à la timidité d'âme. Tels sont les moyens mis en usage chez les Perses et chez les barbares, moyens tyranniques qui tendent tous au même but. En voici d'autres: savoir tout ce qui se dit, tout ce qui se fait parmi les sujets, avoir des espions pareils à ces femmes appelées à Syracuse les délatrices, envoyer comme Hiéron des gens pour tout écouter dans les sociétés, dans les réunions, parce que l'on est moins franc quand on redoute l'espionnage et que si l'on parle, tout se sait. Semer la discorde et la calomnie parmi les citoyens, mettre aux prises les amis entre eux, irriter le peuple contre les hautes classes qu'on désunit entre elles. Un autre principe de la tyrannie est d'appauvrir les sujets pour que, d'une part, sa garde ne lui coûte rien à entretenir, et que de l'autre, occupés à gagner leur vie de chaque jour, les sujets ne trouvent pas le temps de conspirer. C'est dans cette vue qu'ont été élevées les pyramides d'Égypte, les monuments sacrés des Cypsélides, le temple de Jupiter olympien par les Pisistratides et les grands ouvrages de Polycrate à Samos, travaux qui n'ont eu qu'un seul et même objet, l'occupation constante et l'appauvrissement du peuple. On peut voir un moyen analogue dans un système d'impôts établi comme il l'était à Syracuse.
En 5 ans, Denis absorbait par l'impôt la valeur de toutes les propriétés. Le tyran fait aussi la guerre pour occuper l'activité de ses sujets et leur imposer le besoin perpétuel d'un chef militaire. Si la royauté se conserve en s'appuyant sur des dévouements, la tyrannie ne se maintient que par une perpétuelle défiance de ses amis, parce qu'elle sait bien que, si tous les sujets veulent renverser le tyran, ses amis surtout sont en position de le faire. Les vices que présente la démocratie extrême se retrouvent dans la tyrannie. Licence accordée aux femmes dans l'intérieur des familles pour qu'elles trahissent leur mari. Licence aux esclaves pour qu'ils dénoncent aussi leur maître. Car le tyran n'a rien à redouter des esclaves et des femmes. Et les esclaves, pourvu qu'on les laisse vivre à leur gré, sont très partisans de la tyrannie et de la démagogie. Le peuple aussi parfois fait le monarque, et voilà pourquoi le flatteur est en haute estime auprès de la foule comme auprès du tyran. Près du peuple, on trouve le démagogue, qui est pour lui un véritable flatteur. Près du despote, on trouve ces vils courtisans qui ne font qu'œuvre de flatterie perpétuelle. Aussi la tyrannie n'aime-t-elle que les méchants, précisément parce qu'elle aime la flatterie, et qu'il n'est point de cœur libre qui s'y abaisse. L'homme de bien sait aimer, mais il ne flatte pas. De plus, les méchants sont d'un utile emploi dans des projets pervers. Un clou chasse l'autre, dit le proverbe. Le propre du tyran est de repousser tout ce qui porte une âme fière et libre, car il se croit seul capable de posséder ces hautes qualités. Et l'éclat dont brillerait auprès de lui la magnanimité et l'indépendance d'un autre anéantirait cette supériorité de maître que la tyrannie revendique pour elle seule. Le tyran hait donc ses nobles natures comme attentatoire à sa puissance. C'est encore l'usage du tyran d'inviter à sa table et d'admettre dans son intimité des étrangers plutôt que des nationaux. Ceux-ci sont pour lui des ennemis, ceux-là n'ont aucun motif d'agir contre son autorité. Toutes ces manœuvres et tant d'autres du même genre que la tyrannie emploie pour se maintenir sont d'une profonde perversité. En les résumant, on peut les classer sous 3 chefs principaux qui sont le but permanent de la tyrannie. D'abord, l'abaissement moral des sujets, car des âmes avilies ne pensent jamais à conspirer. En second lieu, la défiance des citoyens les uns à l'égard des autres, car la tyrannie ne peut être renversée qu'autant que des citoyens ont assez d'union pour se concerter. Aussi le tyran poursuit-il les hommes de bien comme les ennemis directs de sa puissance, non pas seulement parce que ces hommes-là repoussent tout despotisme comme dégradant, mais encore parce qu'ils ont foi en eux-mêmes et obtiennent la confiance des autres et qu'ils sont incapables de se trahir entre eux ou de trahir qui que ce soit. Enfin, le troisième objet que poursuit la tyrannie, c'est l'affaiblissement et l'appauvrissement des sujets. Car on n'entreprend guère une chose impossible, ni par conséquent de détruire la tyrannie, quand on n'a pas les moyens de la renverser. Ainsi, toutes les préoccupations du tyran peuvent se diviser en 3 classes que nous venons d'indiquer. Et l'on peut dire que toutes ces ressources de salut se groupent autour de ces 3 bases, la défiance des citoyens entre eux, leur affaiblissement et leur dégradation morale. Telle est donc la première méthode de conservation pour les tyrannies. Quant à la seconde, elle s'attache à des soins radicalement opposés à tous ceux que nous venons d'indiquer. On peut la tirer de ce que nous avons dit des causes qui ruinent les royautés, car de même que la royauté compromet son autorité en voulant la rendre plus despotique, de même la tyrannie assure la sienne en la rendant plus royale. Il n'est ici qu'un point essentiel qu'elle ne doit jamais oublier, qu'elle est toujours la force nécessaire pour gouverner, non pas seulement avec l'assentiment général, mais aussi malgré la volonté générale. Renoncer à ce point, ce serait renoncer à la tyrannie même. Mais cette base une fois assurée, le tyran peut pour tout le reste se conduire comme un véritable roi, ou du moins en prendre adroitement toutes les apparences.
D'abord, il paraîtra s'occuper avec sollicitude des intérêts publics, et il ne se montrera point follement dissipateur de ces riches offrandes que le peuple a tant de peine à lui faire, et que le maître tire des fatigues et de la sueur de ses sujets pour les prodiguer à des courtisanes, à des étrangers, à des artistes cupides. Le tyran rendra compte des recettes et des dépenses de l'État, chose que du reste plus d'un tyran a faite. Car il a par là cet avantage de paraître un administrateur plutôt qu'un despote. Il n'a point à redouter d'ailleurs de ne jamais manquer de fonds tant qu'il reste maître absolu du gouvernement. S'il vient à voyager loin de sa résidence, il vaut mieux avoir ainsi placé son argent plutôt que de laisser derrière soi des trésors accumulés. Car alors ceux à la garde de qui il se confie sont moins tentés par ses richesses. Lorsque le tyran se déplace, il redoute ceux qui le gardent plus que les autres citoyens. Ceux-là le suivent dans sa route tandis que ceux-ci restent dans la ville. D'un autre côté, en levant des impôts, des redevances, il faut qu'il semble n'agir que dans l'intérêt de l'administration publique et seulement pour préparer des ressources en cas de guerre. En un mot, il doit paraître le gardien et le trésorier de la fortune générale et non de sa fortune personnelle.